Bonjour à tous, bienvenue pour ce 8e webinaire dans la période un petit peu spéciale du coronavirus. Je pense que tout le monde est à peu près présent, donc on va commencer, l'heure étant là. Alors aujourd'hui, effectivement, on va vous présenter les dernières mesures qui ont été mises en œuvre, ou en tout cas plutôt celles qui sont à venir, puisque on attendait impatiemment que la nouvelle loi mettant en place des mesures d'urgence pour le Covid sorte, et actuellement elle est toujours en discussion. On va refaire un petit point. Donc aujourd'hui, on va vous présenter quand même ce projet de loi pour pouvoir effectivement parler des points qui seront abordés dedans. Donc il y a notamment des choses sur l'activité partielle qui est abordée, sur les modalités de recours au CDD. Par rapport au CSE, on a également quelque chose sur le budget de fonctionnement, et le projet de loi vise également à mettre en place un dispositif d'intéressement un petit peu plus simplifié pour les TPE. Donc ça, c'est pour le projet de loi qu'on va vous présenter. Et puis il y a également d'autres mesures actuellement par rapport qui nous intéresse. Donc tout ce qui est arrêt dérogatoire, arrêt garde d'enfants, personnes vulnérables, on refera le point. Et puis après, on reparlera un petit peu également du report des cotisations, des entretiens professionnels, du congé de deuil parental. Alors, dans un premier temps, on va refaire le point sur ce projet de loi, simplement pour vous faire un point d'étape d'où on en est. Ce projet de loi, il est attendu parce que notamment, il emporte beaucoup de modifications par rapport à l'activité partielle, ce qu'on attend en fait depuis le 2 juin. Ce texte, il a été déposé devant l'Assemblée nationale le 7 mai dernier, et l'Assemblée nationale l'a adopté en première lecture le 15 mai. C'est un texte qui est soumis à la procédure d'adoption accélérée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a qu'un seul aller-retour, on va dire, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc l'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Il est passé devant le Sénat le 28 mai. Le Sénat n'a pas adopté le texte en l'état et a apporté différentes modifications. On en reparlera plus précisément tout à l'heure. Ce qui fait que les deux chambres étant en désaccord, une commission mixte paritaire a été réunie qui a rendu un texte modifié. Pour le coup, ils sont tombés d'accord le 2 juin dernier. Ce texte de commission paritaire doit repasser devant l'Assemblée nationale pour une prochaine lecture qui est fixée le 10 juin. Donc on n'aura pas le texte, bien évidemment, avant le 10 juin, puisque l'Assemblée nationale est décisionnaire et rendra son avis pour une promulgation. Donc là, tout ce qu'on vous présente, il faut bien garder en tête que c'est un projet et que d'ici le 10 juin, ça peut encore évoluer. Voilà, donc le projet de loi, comme on l'a dit, il y a beaucoup de changements liés à l'activité partielle. Donc, comme vous le savez, le dispositif d'activité partielle a été très fortement mobilisé dans le cadre de la crise du Covid-19, puisque, donc là, c'est les chiffres au 5 mai, on avait plus de 12 millions de salariés concernés et plus d'1 million d'entreprises qui avaient fait des demandes d'indemnisation. Donc, le dispositif a déjà été profondément réformé par le gouvernement en début de crise sanitaire et il va encore connaître des modifications qu'on va détailler ensemble. Donc, tout d'abord, pour favoriser le maintien dans l'emploi durant la crise, le dispositif de l'activité partielle avait été renforcé, notamment par une prise en charge à 100% par l'État et l'UNEDIC de l'indemnité réglementaire versée aux salariés au titre des heures non travaillées. Donc pour la deuxième phase du déconfinement, puisque l'activité économique reprend progressivement dans la majeure partie des secteurs d'activité, le ministère du Travail a annoncé le 25 mai qu'un prochain décret limitera à 85% le niveau de prise en charge par l'État de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés. Donc l'indemnité versée aux salariés restera inchangée, et pendant la période d'activité, il continuera à percevoir 70% de sa rémunération brute. En revanche, pour ce qui concerne l'employeur, la prise en charge de l'indemnité sera de 85% de l'indemnité versée aux salariés. Donc, les entreprises seront ainsi remboursées de 60% du salaire brut au lieu de 70% précédemment. Néanmoins, la diminution de la prise en charge n'affectera pas tous les secteurs, puisque les secteurs les plus impactés par la crise, à savoir par exemple le tourisme, la restauration ou la culture, continueront à bénéficier d'une prise en charge à 100%. Donc ça, c'est la première des modifications qui devraient intervenir avec le projet de loi. Donc l'objectif, c'est bien d'encourager la reprise d'activité dans les secteurs qui ne subissent plus de contraintes à la reprise, tout en préservant les secteurs qui demeurent très fermés ou très impactés par les mesures sanitaires, en garantissant donc le même niveau d'indemnisation pour les salariés. Donc cette évolution du dispositif sera mise en œuvre par un prochain décret, donc, qui sera publié après la publication de la loi, du projet de loi en tout cas.
Sur l'activité partielle, encore des changements avec potentiellement 2 nouveaux mécanismes qui aménagent le dispositif d'activité partielle et qui permettent de compléter la rémunération des salariés en chômage partiel, pardon. Donc un système basé sur la solidarité et un autre sur la monétisation. Donc sur le système de solidarité, donc c'est un accord d'entreprise ou de branche qui pourrait autoriser l'employeur à mettre en place un système de solidarité entre les salariés donc qui sont en chômage partiel et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération et ceux qui subissent une perte de rémunération. Donc les premiers qui bénéficient de leur rémunération à 100% pourraient être obligés de céder des jours de repos conventionnels ou leur 5e semaine de congé payé sur un fonds de solidarité. Et ces congés-là, donc qui seront sur le fonds, seront ensuite monétisés pour être versés aux salariés qui ne touchent pas 100% de leur rémunération. Donc ça, c'est pour le système de solidarité. Et on aurait un autre système, celui de la monétisation. Donc là, un accord d'entreprise ou de branche pourrait autoriser la monétisation des jours de repos conventionnel ou encore de la 5e semaine de congé payé sur demande du salarié placé en chômage partiel pour compléter sa rémunération. Donc ce dispositif-là, il serait ouvert du 12 mars au 31 décembre 2020. Encore une fois, on attend des précisions qui viendront par décret. Encore une fois, sur l'activité partielle, le projet de loi prévoit de permettre aux entreprises en baisse durable d'activité de bénéficier d'un dispositif spécifique d'activité partielle en contrepartie d'engagement, notamment de maintien dans l'emploi. Donc l'entreprise pourrait se doter d'un dispositif spécifique par accord collectif. Et l'accord définirait le champ d'application de l'activité partielle, donc notamment les salariés concernés, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation et les engagements spécifiques souscrits en contrepartie, notamment donc pour le maintien dans l'emploi. Le détail du contenu de l'accord devra être précisé par décret, sachant, petite précision, que l'Assemblée nationale avait prévu que ça pourrait être un dispositif d'activité partielle spécifique qui aurait pu être mis en place par accord ou à défaut par un plan d'action de l'employeur et validé par le CSE. Mais le Sénat est revenu sur cette disposition, donc ce dispositif ne sera accessible que par accord. Sachant que l'accord, du coup, devra faire l'objet d'une validation ou d'une homologation par l'autorité administrative. Et comme dans le cadre de l'activité partielle classique, l'employeur devra verser aux salariés une indemnité d'activité partielle et sera remboursé par l'État par le versement d'une allocation. Mais dans ce dispositif spécifique, le pourcentage de l'indemnité versée aux salariés et le montant d'allocation remboursé à l'employeur pourraient être majorés dans des conditions qui seront déterminées par décret. Et ce dispositif pourrait être accessible jusqu'au 30 juin 2022. Donc, ça pourrait être effectivement intéressant pour les entreprises qui subissent une perte d'activité durable. S'agissant maintenant des droits à la retraite. Actuellement, les règles qui régissent le chômage partiel stipulent que les périodes d'activité partielle n'ouvrent pas de droit à la retraite. Donc, pendant la suspension du contrat de travail lié à l'activité partielle, l'assuré ne cotise pas et ne valide pas de trimestre pour la retraite. Le projet de loi qui est relatif donc, aux diverses dispositions liées à la crise sanitaire et qui est bientôt adopté, a priori, prévoit qu'à titre exceptionnel seraient prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. Donc, toutes les périodes d'activité partielle pendant ce laps de temps pourraient être prises en compte pour l'ouverture des droits à la retraite. Donc, idem, un décret devra préciser le dispositif. S'agissant de la prévoyance maintenant, le projet de loi prévoit également des dispositions relatives donc, à la prévoyance et a notamment inscrit le principe du maintien des garanties prévoyance pendant les périodes d'activité partielle et a précisé l'assiette des contributions, précisera l'assiette des contributions. Donc concrètement, du 12 mars au 31 décembre 2020, les employeurs seraient tenus de maintenir les garanties de prévoyance complémentaires d'entreprises qui sont existantes. Donc les garanties frais de santé, d'inaptitude, et tout le contrat de prévoyance de l'entreprise, et l'obligation s'appliquerait même en présence d'une clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d'assurance pris pour leur application. Donc ça veut dire que même si le contrat effectivement de base de prévoyance prévoyait qu'il n'y avait pas de maintien pendant les périodes d'activité partielle, eh bien, le projet de loi permettrait de passer outre la clause du contrat.
Le projet de loi prévoit aussi l'assiette des contributions, puisque effectivement c'était un point qui était en suspens, et donc l'assiette serait reconstituée à minima en tenant compte de l'indemnité brute d'activité partielle effectivement perçue par le salarié, et non pas les revenus d'activité mentionnés dans les contrats d'assurance. Voilà, donc il sera toujours possible de retenir une assiette supérieure à ce minimum, mais il faudra le formaliser donc dans une convention, dans un accord, dans une décision unilatérale, et également avec un avenant au contrat relatif, au contrat de prévoyance. Voilà pour la prévoyance. Toujours sur l'activité partielle, donc puisqu'il a été très fortement mobilisé dans le cadre de la crise, compte tenu de l'importance du soutien financier apporté par les pouvoirs publics aux entreprises et aux salariés via le dispositif de l'activité partielle, le gouvernement a souhaité renforcer le contrôle sur les demandes d'activité partielle, et une instruction a été adressée par le ministère du Travail au direct afin de leur présenter les objectifs du plan de contrôle qu'elles auront à mettre en œuvre, et notamment leur rappeler donc les outils juridiques dont elles disposent. Et donc les directs devront distinguer entre les entreprises étant de bonne foi mais ayant commis des erreurs et les entreprises ayant fraudé. Donc pour les premières, le ministère du Travail appelle au dialogue en favorisant effectivement la régularisation des erreurs qui auraient pu être commises à l'amiable, donc avec le droit à l'erreur, et notamment donc, la correction qui serait prévue en tenant compte de la situation financière de l'entreprise pour fixer les modalités de remboursement des sommes dues. À l'inverse, les entreprises qui ont fraudé de façon intentionnelle, dans ce cas-là, le ministère du Travail donc, demande au direct de donner des sanctions. Et dans ce cas-là, ça pourrait être effectivement des sanctions pénales ou administratives sur lesquelles on va revenir un peu plus loin. Donc très concrètement, le contrôle de l'activité pourra se faire sur pièce ou sur place, de jour comme de nuit. Avec effectivement la présentation par l'employeur de tout document aux agents de l'administration, avec l'autorisation d'accès à tout support d'information nécessaire à l'exercice du contrôle. Notamment, on peut penser que les directs vont demander à accéder aux fiches de paye, puisque sur les fiches de paye, il est censé être écrit le nombre d'heures chômées indemnisées au titre de l'activité partielle, le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité et également le montant de l'indemnité correspondante versée aux salariés. Et en dehors effectivement de ces deux dispositifs, il y aura également des interrogations par la directe des salariés dans l'entreprise et sur les lieux de travail. Donc, un dispositif de contrôle assez important. Donc, pendant ces contrôles-là, la directe va évidemment chercher l'éventuelle présence de fraude. Et les fraudes donc, qui seront recherchées le plus souvent, c'est effectivement lorsque la mise en activité partielle, pendant la mise en activité partielle, il a également été demandé aux salariés de télétravailler. Vont être recherchées également les demandes de remboursement intentionnellement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés, et évidemment les demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle pour les heures où le salarié était en congé ou en RTT. Donc, si ces fraudes sont avérées dans l'entreprise, l'employeur s'expose à des sanctions, notamment au remboursement donc, intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel, à l'interdiction de bénéficier pendant maximum 5 ans d'aide publique en matière d'emploi ou de formation professionnelle, et à des amendes donc, de 30 000 € ou 2 ans d'emprisonnement. L'employeur s'expose également, en cas de fraude avérée, à une condamnation pour travail dissimulé, à des redressements URSSAF pour les indemnités versées qui ont été indûment exonérées. Et enfin, les salariés concernés, donc, qui ont été placés en activité partielle mais qui ont en réalité travaillé, pourront également demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Donc voilà, les sanctions sont lourdes et pourraient effectivement être toutes retenues contre les entreprises qui se seraient adonnées à ce genre de pratique. Par rapport à l'activité partielle, il y a un autre projet de décret alors, qui sera peut-être englobé dans le projet de décret que l'on attend plus global sur l'activité partielle et qui vient préciser ou corriger certains points qui avaient pu faire l'objet d'oubli. Donc, on a retenu 3 points principaux.
notamment sur les heures supplémentaires structurelles. Donc, vous savez que par dérogation par rapport au dispositif d'activité partielle classique, aujourd'hui, certaines heures supplémentaires dites structurelles peuvent faire l'objet d'une demande d'allocation d'activité partielle. Ce n'est pas toutes les heures supplémentaires, hein, c'est uniquement celles qui sont prévues par un accord d'entreprise ou celles pour lesquelles les salariés ont une convention de forfait qui prévoit effectivement des durées de travail avec des heures supplémentaires structurelles. Aujourd'hui, la grosse problématique que peuvent rencontrer les entreprises, et ce n'est pas forcément non plus très bien expliqué dans la fiche de la directe sur l'activité partielle, c'est comment je calcule le taux, comment je calcule l'horaire de référence pour pouvoir effectivement intégrer ces heures supplémentaires dans le montant d'indemnité à verser et dans le montant d'allocation à demander en remboursement. Donc là, l'objectif de décret, ce serait effectivement de déterminer précisément un mode de calcul pour pouvoir déterminer cet horaire de référence et du coup le montant des indemnités et des allocations d'activité partielle. Là, c'est un projet de décret. Il est effectivement à craindre qu'il ne soit pas pris ou qu'il ne sorte pas avant que la loi portant les diverses mesures qu'on vous a détaillées aujourd'hui ne sorte. Donc, en gros, pas avant mi-juin. On peut être surpris, mais c'est en tout cas la tendance que ça prend. Donc, concrètement, en parallèle de ce décret qui va venir fixer les conditions de calcul plus précises, le ministère du Travail va demander au direct, lors des contrôles qu'elles vont faire, et notamment par rapport aux nombreuses fraudes que vient de vous présenter Pauline, qu'il y ait une souplesse qui soit demandée par rapport au calcul des allocations et des indemnités d'activité partielle qui ont pu être versées, notamment sur les périodes de mars et avril, puisqu'en gros, on a autorisé les entreprises à intégrer ces heures supplémentaires structurelles, mais on ne leur a pas dit comment le calculer. Donc, voilà, il y a une demande de souplesse en tout cas qui est demandée. Autre point, c'est par rapport au CSE et notamment la consultation du CSE lorsqu'on fait une demande d'activité partielle. Donc, pour rappel, hein, lorsque vous demandez une autorisation d'activité partielle, vous êtes censé, normalement, accompagner cette demande d'activité de l'avis préalable du CSE. Donc ça, c'est une règle qui était issue d'un décret du 25 mars. Et le décret du 25 mars n'indiquait que ça, avis préalable du CSE, sans indiquer si c'était une consultation pour les entreprises de plus de 50, si c'était obligatoire pour les entreprises de moins de 50. Donc il y avait un espèce de flou. Nous, on vous a d'ailleurs préconisé de consulter votre CSE, quel que soit votre effectif. Le ministère du Travail était ensuite venu dire non, 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 ça ne concerne que les entreprises de plus de 50. Bref, aujourd'hui, le projet de décret, il devrait prévoir d'inscrire expressément dans le Code du travail que cette consultation, elle ne concerne que les entreprises d'au moins 50 salariés. Par contre, problématique de la rédaction de ce projet de décret, c'est que à la fois le décret du 25 mars avait fait cette coquille sur la consultation, mais ce décret du 25 mars, il prévoyait surtout qu'on pouvait transmettre l'avis du CSE a posteriori de la demande d'autorisation d'activité partielle. C'est-à-dire que vous pouviez faire votre demande en ligne et puis transmettre l'avis du CSE dans le mois qui suivait, ce qui était quand même, pour les entreprises qui sont passées en activité partielle de manière urgente, beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, le projet de décret, qui réécrit le décret du 25 mars, il ne prévoit plus cette possibilité de consulter le CSE a posteriori. Donc, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une réelle volonté du gouvernement de venir remettre en cause cette possibilité pour les demandes d'activité partielle qui vont peut-être venir en renouvellement, notamment à la fin du mois de juin, puisqu'il y a beaucoup de demandes d'activité partielle qui vont se terminer fin juin. L'avenir nous dira et le texte officiel qui sortira nous dira. Et enfin, dernier point de ce projet de décret qui nous paraissait intéressant, c'est des dispositions sur l'individualisation. Donc, vous savez effectivement que normalement, l'activité partielle, c'est quelque chose de collectif. Tous les salariés doivent être au même niveau d'activité partielle, au moins service par service. Et qu'on a une dérogation à ce principe d'uniformisation qui est la conclusion d'un accord collectif ou un avis conforme du CSE qui peut permettre aux entreprises d'individualiser l'activité partielle. Au sein d'un même service, je pourrais avoir un salarié à 50%, un salarié qui ne travaille pas du tout. Là, c'est simplement une précision sur le délai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous concluez votre accord collectif, vous avez 30 jours suivant la date de signature de l'accord pour le transmettre à la directe. Et si vous passez par un avis conforme du CSE, vous avez 30 jours à compter de la date de la consultation du CSE pour transmettre cet avis à la directe pour que votre accord soit valable. Voilà pour ce qui concernait en tout cas les modifications relatives à l'activité partielle. Alors le projet de loi, il est plus global, il ne concerne pas que l'activité partielle, donc on va vous présenter d'autres mesures également prévues dans ce projet.
Notamment concernant les CDD, le projet de loi prévoit que les entreprises peuvent désormais assouplir certaines des modalités du régime des CDD et des contrats de mission. Donc rappelons que les ordonnances de 2017, les ordonnances travail, avaient sanctuarisé ce sujet au niveau des branches, c'est-à-dire que les entreprises ne pouvaient aborder cette thématique qu'à la seule condition de respecter les garanties au moins équivalentes que celles prévues par accord de branche. Avec ce texte, le gouvernement permet de déroger à cette règle jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la crise, pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2020, un accord d'entreprise pourra fixer le nombre maximum de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée. Donc, sachant que le texte précise bien que le nombre ne peut pas avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Donc, ça, c'est la petite disposition classique concernant les CDD. L'accord pourra également fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD et également prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable. Donc effectivement, c'est le type de disposition qui pourrait être apprécié entre guillemets des entreprises, puisque effectivement les délais de carence entre les CDD, on sait que ça pose régulièrement problème. Donc cette disposition effectivement ne s'appliquera que pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà pour les CDD, donc comme pour toutes les dispositions de ce projet de loi, en attente d'un décret. Autre disposition du projet de loi, alors là, à prendre encore plus avec des pincettes par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Le projet initial qui a été présenté devant l'Assemblée nationale et qui a été voté par l'Assemblée nationale prévoyait effectivement des dispositions par rapport au budget de fonctionnement du CSE. Vous savez que par principe, le budget de fonctionnement du CSE et le budget des activités sociales et culturelles sont deux budgets bien distincts qu'on ne peut pas mélanger. Donc, on a eu une ouverture avec les ordonnances Macron qui permettent de transférer 10% de l'excédent annuel de ces deux budgets l'un sur l'autre, peu importe. Et là, la disposition serait vraiment dérogatoire par rapport à cette répartition très scindée des deux budgets, puisque ce qu'on nous dit, c'est qu'on aurait la possibilité, enfin que le CSE pourrait, par délibération, décider de consacrer une partie qui serait au maximum égale à la moitié de son budget de fonctionnement pour le basculer sur le budget des activités sociales et culturelles. Donc ça, c'est une réelle dérogation et c'est quelque chose d'assez exceptionnel et qui serait effectivement, bien évidemment, limité dans le temps, puisque ce serait pour un délai de 6 mois à compter du 10 juillet 2020 uniquement. Donc ça, c'est une disposition qui avait été retenue par l'Assemblée nationale, mais qui a été retoquée par le Sénat, qui l'a complètement supprimée du projet. Lors du passage devant la commission mixte paritaire, le projet de loi qui est sorti de la commission mixte paritaire ne reprend pas non plus cette disposition. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur une adoption d'un projet de loi, sur l'adoption de la loi, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc, il est possible que l'Assemblée nationale, lors de sa dernière lecture du texte, réintroduise ce dispositif, tout en sachant que c'est une disposition qui a quand même fait hurler les organisations syndicales de salariés. Donc là encore, ce sera à suivre en tout cas sur l'évolution du projet. Autre mesure de ce projet de loi qui peut intéresser grandement les petites entreprises, c'est des mesures de simplification par rapport à la mise en place d'un accord d'intéressement. Aujourd'hui, pour mettre en place un accord d'intéressement, vous avez diverses modalités. Donc, un accord avec des DS, un accord avec votre CSE, un accord avec un salarié mandaté, la ratification, etc. Là, le projet de loi viserait une adoption pour les entreprises de moins de 11 salariés qui n'ont aucune instance représentative du personnel, donc pas de délégués syndicaux, pas de CSE, de permettre de mettre en place cet intéressement par décision unilatérale. Donc c'est bien sûr que pour les entreprises de moins de 11 salariés, les TPE, et cette décision unilatérale, elle pourrait effectivement permettre de mettre en place l'accord d'intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans, ce qui est actuellement la période de négociation des accords d'intéressement. La seule condition pour que ce soit possible, c'est que l'entreprise dans laquelle la décision unilatérale est prise n'ait pas eu d'accord d'intéressement en place au cours des 5 dernières années avant la prise d'effet de la décision unilatérale. Donc, ce serait une simple DUE prise avec une information des salariés par tout moyen, donc, classiquement de l'affichage ou de l'envoi par lettre recommandée pour avoir quand même un note de preuve. Donc là, on va voir si le décret est défini ou pas.
Et également, la mise en place par des UE consacrerait réellement le régime de l'intéressement, c'est-à-dire que l'intéressement versé bénéficierait de tous les dispositifs d'exonération qui sont habituellement rattachés à un accord d'intéressement. Donc ce serait une prise d'accord par décision unilatérale en one shot, on va dire, puisqu'en fait, l'entreprise pourrait le faire une fois, mais si elle venait à vouloir reconduire son accord d'intéressement, elle serait obligée de repasser par les modalités de conclusion de droit commun des accords d'intéressement. Donc là, c'est uniquement pour faire face à la crise, on va dire, coronavirus et permettre effectivement de réinvestir un peu de pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire, en tout cas par rapport au projet de loi sur les mesures sanitaires qui devraient rentrer en vigueur, comme on vous l'a dit, d'ici le mois de juin. Bien évidemment, qu'on vous tiendra au courant une fois que ce décret, cette loi sera sortie et que les nombreux décrets qu'on attend seront également sortis. Parallèlement, il y a d'autres sujets qui intéressent grandement et qui vous intéressent grandement, sur lesquels on est régulièrement questionné, et notamment tout ce qui concerne les arrêts dérogatoires. Donc, arrêt dérogatoire, on parle des arrêts garde d'enfants et on parle des arrêts pour les personnes dites salariées vulnérables. Vous savez que pour ces personnes, ils sont passés en activité partielle, donc sous le régime de l'activité partielle depuis le 1er mai, ce qui n'est pas sans vous laisser un certain nombre de questions en suspens auxquelles on essaye de répondre. Donc, on voulait profiter de ce webinaire pour refaire un petit peu le point. Alors, en ce qui concerne les gardes d'enfants, donc les arrêts garde d'enfants, ils n'ont plus effectivement d'arrêt de travail depuis le 1er mai, ils sont tous basculés en activité partielle. Sur le mois de mai, on a eu une tolérance, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de justificatif. L'activité partielle était poursuivie sans justificatif et les salariés avaient la possibilité de choisir en fait s'ils remettaient ou pas leurs enfants à l'école. Ce qui a annoncé à compter du 2 juin, c'est une réouverture des écoles, donc avec un dispositif plus ou moins massif en fonction des régions de la réouverture des écoles. Du coup, pour les salariés, il n'y a plus la possibilité de faire le choix. C'est soit ils peuvent justifier que l'école est dans l'impossibilité d'accueillir leurs enfants, et à ce moment-là, ils justifient de devoir les garder et peuvent rester dans le dispositif d'activité partielle, soit ils n'ont pas de justificatif de l'école, et dans ce cas-là, ils ne pourront plus bénéficier de l'activité partielle. Donc après, libre à eux de poser des congés, des RTT, du sans solde en accord avec vous, mais vous ne pourrez plus les intégrer dans le dispositif d'activité partielle. Aujourd'hui, ce justificatif, on n'a pas de modèle et on n'a même pas de texte officiel en fait qui vient nous confirmer qu'il faut bien le demander, puisque la seule chose qu'on a, c'est une annonce du Premier ministre lors de son allocution du 27 mai 2020. Mais pour l'instant, ça n'a pas été officialisé, que ce soit sur le site du ministère ou dans le cadre, encore moins dans le cadre réglementaire. Alors pour les arrêts de garde d'enfants, en pratique, comment ça se passe ? Pour le passage en activité partielle au 1er mai, pour toutes les personnes qui avaient un arrêt qui allait jusqu'au 30 avril ou au-delà du 30 avril, il fallait bien faire un signalement de reprise anticipée via la DSN et également, en parallèle, réaliser une demande d'activité partielle sur le site dédié du gouvernement. Il y a un petit rappel de l'URSSAF, comme quoi c'est absolument plus possible aujourd'hui de passer par le site amélie.fr pour faire ces régularisations. Donc, si vous avez des retards par rapport au passage d'activité partielle au 1er mai, il faut bien penser à appeler Amélie, à prendre contact avec la CPM pour qu'il vous donne la procédure à suivre. Également, vous retrouverez, on vous a mis le lien Internet, vous retrouverez sur le site d'Amélie une fiche entreprise spéciale garde d'enfants pour reprendre le passage en activité partielle à partir du 1er mai. Autre cas plus concret, ou en tout cas sur lesquels vous nous interrogez plus, c'est les personnes vulnérables. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à présent, c'était un avis du Haut Conseil à la santé qui définissait et qui donnait la liste des personnes vulnérables. Depuis, on a un décret, le 5 mai, qui est venu définir les critères qui permettent d'identifier quels sont les salariés vulnérables et du coup qui peuvent être passés en activité partielle. Pour rappel, sont placés en activité partielle depuis le 1er mai les salariés directement concernés, donc ceux qui sont salariés vulnérables, et également les salariés qui partagent le même domicile qu'une personne vulnérable. Ces deux typologies de personnes peuvent bénéficier de l'activité partielle. Donc, par rapport à la liste, vous pouvez la retrouver. Je ne vais pas vous faire toute la liste, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais vous la retrouverez sous le décret. On vous a mis le lien dans le PowerPoint. Donc, pour toutes ces personnes, depuis le 1er mai, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail, elles sont bien passées en activité partielle.
Et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée sur la date de fin. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même eu un nouveau décret le 27 mai qui est venu prolonger la durée pendant laquelle on pouvait déclarer quelqu'un comme personne vulnérable, jusqu'à 3 mois après la date de fin de l'état d'urgence. Donc, concrètement, aujourd'hui jusqu'au 10 octobre 2020, une personne pourrait être mise en activité partielle parce qu'elle regroupe les symptômes ou fait partie des cas qui sont déterminés comme personnes vulnérables. Par contre, pour toutes les autres situations qui sont en lien avec le Covid, c'est-à-dire les salariés qui sont clairement infectés par le Covid ou qui sont cas contact étroit reconnus comme tels, eux, ce n'est pas de l'activité partielle, ils restent en arrêt maladie et pris en charge par la CPAM comme normalement. Alors, pour revenir sur le passage en activité partielle, vous allez avoir effectivement, depuis le 1er mai, vous avez dû avoir normalement la transmission par votre salarié de ce qu'on appelle le certificat d'isolement. Donc là, on vous a mis une petite photo d'un modèle de certificat d'isolement qui a été mis en ligne effectivement par le ministère. Vous pouvez le retrouver sur le site d'Amélie. Alors, la délivrance des certificats d'isolement, il y a 2 choses à savoir. Pour les salariés qui s'étaient auto-déclarés, parce qu'ils faisaient partie des critères de déclaration automatique sur amélie.fr, c'est la CPAM qui leur a envoyé directement le certificat d'isolement. Ils n'avaient pas de démarche à faire, c'était un envoi automatique. S'il y a plusieurs de vos salariés qui ne l'ont pas reçu ou qui vous disent qu'ils ne l'ont pas reçu, d'une part, vous pensez bien à contacter la CPAM. Vous leur dites bien aussi de se contacter sur leur portail personnel Amélie, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de précision sur le fait si c'était envoyé par courrier, si c'était envoyé par dématérialisation, par email. Donc, pour ceux qui ont des comptes amélie.fr, il faut bien qu'ils aillent voir leur situation personnelle et parfois, ils pourront le télécharger. Pour les salariés qui, eux, avaient un arrêt de travail, donc délivré par le médecin traitant personne vulnérable, normalement, ces arrêts de travail étaient identifiés. Là, il faut dire à vos salariés de retourner voir le médecin pour que le médecin du travail délivre un certificat d'isolement. Une fois que vous avez ce certificat d'isolement, au 1er mai, il y avait effectivement une bascule à faire pour l'activité partielle. Alors, 2 situations. Soit vous aviez bien la CPAM qui a délivré automatiquement le certificat d'isolement parce qu'on était en autodéclaration. Donc là, il n'y a pas eu de difficulté, normalement. Vous aviez simplement à déclarer en DSN une reprise anticipée au titre de la maladie et ensuite basculer dans le régime d'activité partielle. Pour les salariés qui vous avaient envoyé un arrêt de travail, personnes vulnérables, pardon, le volet 3 devait normalement stipuler personnes vulnérables. Là encore, le médecin vous devait vous remettre le certificat d'isolement et vous deviez faire votre déclaration en DSN de reprise anticipée et le basculement en activité partielle. Par contre, on a eu quelques cas de salariés qui avaient des arrêts de travail non identifiés personnes vulnérables. Donc, un arrêt de travail classique. Vous avez reçu en volet 3 arrêt de travail classique sans autre précision. Et pour lesquels le médecin continue à prescrire des arrêts de travail. Donc, même si vous, en tant qu'employeur, vous savez ou vous pensez que c'est pour un motif de personne vulnérable, si l'arrêt ne le précise pas et si le médecin du travail ne donne pas de certificat d'isolement, ces salariés doivent bien rester en arrêt maladie, pris en charge par la CPAM. Les certificats d'isolement que vous avez reçus ne contiennent pas de date de fin, c'est normal, ce n'est pas prévu. C'est un décret qui doit déterminer la date de fin. Pour l'instant, on n'a pas ce décret. Par contre, comme je viens de vous le dire, on a eu effectivement un décret qui est venu prolonger la période pendant laquelle on pouvait être déclaré comme personne vulnérable jusqu'au 10 octobre. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que les certificats d'isolement ne soient pas valables au moins jusqu'au 10 octobre. Sinon, il y a clairement une contradiction entre les textes. Donc, pour l'instant, c'est la date que l'on va retenir. On aura certainement des précisions là-dessus par le ministère du Travail. Quoi qu'il en soit, c'est normal s'il n'y a pas de date de fin. Autre précision par rapport aux personnes vulnérables, c'est leur reprise. Il y a beaucoup de salariés qui, du fait du passage en activité partielle, déjà se rendent compte qu'il peut y avoir une perte financière ou en ont simplement marre d'être chez eux et de plus en plus qui vous sollicitent pour pouvoir reprendre le travail. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une interdiction pour ces salariés de reprendre le travail. La mesure d'isolement, elle est préconisée par le ministère de la Santé, elle est préconisée par le gouvernement, elle est préconisée par les médecins du travail. Mais si votre salarié ne veut pas aller chez le médecin pour se faire délivrer un certificat d'isolement, vous ne pouvez pas l'obliger ou le contraindre. Pour ceux qui, pour l'instant,
ou jusqu'à présent étaient en arrêt ou en activité partielle et qui veulent reprendre. Là encore, dans l'absolu, il n'y a pas vraiment à pouvoir refuser leur reprise. Par contre, vous, en tant qu'employeur, il faut vous protéger, puisque même si vous avez mis dans l'entreprise des mesures de sécurité, on reste quand même sur des personnes fragiles avec un risque, en tout cas, de contraction du virus qui est beaucoup plus important que les salariés lambda. Donc, pour éviter votre mise en cause, pénale, civile, en gros, tous les risques possibles, c'est impératif de consulter au préalable votre médecin du travail et d'avoir un avis du médecin du travail pour la reprise. En pratique, les médecins du travail, des retours que l'on a, sont très frileux sur ce cas et n'ont pas forcément envie de délivrer des avis d'aptitude sur la reprise des personnes vulnérables. Alors, il y en a qui l'ont fait, il y en a d'autres avec qui on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, globalement, alors là, c'est de la pratique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, c'est plus un peu vous retranscrire ce que l'on sait aujourd'hui. Les médecins du travail, ils vous conseillent de demander aux salariés qui souhaitent reprendre un mot de son médecin traitant personnel indiquant qu'il n'y a pas de contre-indication à ce qu'ils reprennent le travail et une visite de reprise, alors qui est souvent faite en téléconsultation, pour avoir un réel avis d'aptitude du médecin qui va se prononcer par rapport aux mesures sanitaires que vous avez mis en place dans l'entreprise. Si vous n'avez pas d'avis d'aptitude du médecin du travail, vous ne faites pas reprendre ces salariés, ils restent en activité partielle, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Voilà pour ces arrêts dérogatoires. Autre mesure qu'on voulait voir avec vous, c'était les possibilités de report de cotisation, donc cotisation sociale, cotisation retraite complémentaire. Donc, depuis le mois de mars, il y a chaque mois une possibilité de report des cotisations. Donc, c'est encore le cas pour les cotisations URSSAF du mois de juin, donc pour les échéances du 5 et du 15 juin. Par contre, il y a des conditions qui sont durcies, c'est-à-dire que l'URSSAF estime que maintenant que la reprise arrive, en tout cas que les entreprises commencent à reprendre, celles qui peuvent payer leurs cotisations, elles doivent le faire. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle procédure qui est mise en place. Vous devez désormais demander au préalable auprès de l'URSSAF la possibilité de pouvoir reporter vos cotisations. Donc, vous allez trouver un formulaire de demande via votre espace en ligne sur ursaf.fr qui va vous demander votre taille, votre entreprise et puis vous questionner effectivement sur vos difficultés économiques. Si vous n'avez pas de réponse de l'URSSAF dans les 2 jours ouvrés qui suivent le dépôt de votre demande, ça veut dire qu'elle est acceptée. Une demande tacite. Et puis après, en DSN, vous aurez toujours les mêmes manipulations que vous avez pu faire les mois derniers. Donc, si pour l'instant, vous n'avez pas finalisé votre DSN de mai parce que vous ne l'avez pas fini, vous pouvez encore la déposer jusqu'au 5 ou jusqu'au 15. Celles qui l'auraient déjà transmise peuvent faire la modification jusqu'au 4 ou jusqu'au 14 juin avec une DSN annulaire en place pour pouvoir effectivement différer le montant des cotisations. Quoi qu'il en soit, ce que rappelle bien l'URSSAF par contre, c'est que peu importe si vous n'avez pas tous les éléments pour finaliser votre paye, vous devez impérativement déposer la DSN à l'échéance et en précisant qu'il y a des régularisations qui pourront être faites sur la paye de juin sans pénalité. Donc, quoi qu'il en soit, bien transmettre la DSN à date. Dans le même principe, vous avez également un report des cotisations possible pour la GIR-Carco. Donc, normalement, vous devez les payer pour le 25 du mois. Là encore, on va être soumis à la même condition de difficulté financière. Donc, la démarche est la même, c'est-à-dire que pour pouvoir reporter l'échéance du 25 juin, il faut aller vous connecter sur le site internet de l'URSSAF sur votre espace personnel pour demander pour faire la demande préalable. Il y aura ce même délai de 2 jours. Donc, la GIR-Carco va vous contacter. Normalement, on va vous demander de justifier votre demande de report. Et parmi les critères qui vous seront demandés, on va vous demander s'il y a eu des dividendes versés aux actionnaires, s'il y a eu des rachats d'actions faits pendant la période. C'est effectivement des points qui seront vérifiés pour estimer si le caractère est justifié ou non par rapport au report. Voilà pour les reports de cotisation. On voulait refaire le point sur les entretiens professionnels. Alors, on en a parlé rapidement lors du dernier webinaire RH pour ceux qui ont participé. Il faut savoir que le ministère du Travail a mis son question-réponse à jour aussi là-dessus. Donc, on voulait quand même rebalayer ce point pour ceux qui n'avaient pas eu l'info. Alors, pour rappel, sur les entretiens pro, c'est souvent un sujet qui vous tient à cœur. Un entretien professionnel tous les 2 ans sur les perspectives d'évolution professionnelle. Et puis, vous avez l'état des lieux récapitulatif tous les 6 ans.
Vu que c'est une obligation qui est rentrée en vigueur en 2014 pour un premier état des lieux en 2016, l'année 2020 est la première année où vous devez faire normalement vos états des lieux récapitulatifs pour les salariés qui étaient en place chez vous en 2014. Normalement, on avait une date d'échéance 1er mars et avec l'épidémie de Covid, vous avez eu un assouplissement et une ordonnance du 1er avril 2020 qui vous a permis de reporter ces entretiens d'état des lieux jusqu'au 31 décembre 2020. Donc là, n'hésitez pas à vous saisir de l'opportunité, même si la période n'est pas forcément la plus simple à mettre en œuvre, on est d'accord, mais ça peut vous éviter effectivement un certain nombre de sanctions. Si vous n'aviez pas encore fait vos entretiens pour l'année 2020, vous pouvez du coup le faire jusqu'au 31 décembre 2020. En plus de ce report, vous avez également un report de la sanction et notamment de l'abondement sanction. L'ordonnance prévoit que pour les entreprises d'au moins de 50, si les entretiens, on ne va pas se poser la question de savoir si les entretiens ont bien été faits sur 2020, tous les abondements qui devraient être versés pour 2020 vont être décalés et ne seront dus qu'à partir du 1er janvier 2021. Donc vous avez vraiment tout 2020 effectivement pour vous remettre en conformité. Et par contre, si effectivement vous n'avez pas profité de cette possibilité de vous mettre en conformité jusqu'au 31 décembre, il y aura un abondement sanction à verser avant le 1er mars 2021. C'est toujours la Caisse des dépôts et consignations qui va s'en occuper et on attend toujours les conditions et les périodes de versement à la Caisse des dépôts qui ne sont toujours pas sorties. Enfin, pour tenir compte de la période compliquée et des gestes barrières, le ministère du Travail a précisé que tout ce qui était entretien professionnel, alors que ce soit l'entretien biennal ou l'état des lieux récapitulatif à 6 ans, pouvait être fait en visioconférence. Donc là encore, n'hésitez pas à profiter peut-être de la période pour réaliser ces entretiens, même avec les salariés qui seraient à distance. Voilà, une dernière mesure dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est le congé de deuil parental. Donc, la proposition de loi visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d'un enfant a définitivement été adoptée par l'Assemblée nationale le 26 mai dernier. Et donc, du coup, le texte a été voté à l'unanimité et ça porte à 15 jours ouvrés de congé pour les parents qui ont été affectés par la perte d'un enfant mineur ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. Voilà. Donc, en fait, très concrètement, jusqu'ici, en cas de décès d'un enfant, les salariés bénéficient d'un congé de 5 jours. Et à compter du 1er juillet 2020, le congé sera porté à 7 jours dans 3 cas. Donc, le décès de l'enfant âgé de moins de 25 ans, le décès de l'enfant, quel que soit son âge, si lui-même était parent, et le décès d'une personne de moins de 25 ans qui serait à la charge effective et permanente du salarié. Donc, ce congé passe de 5 à 7 jours dans ces 3 cas-là. Et en supplément, on a un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Donc, le congé de 8 jours, il est fractionnable et il doit être pris dans un délai d'1 an suivant le décès de l'enfant. Et point important, il est assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et pour le calcul de la participation et de l'intéressement. Et pendant ce congé, le salarié touche des IJSS qui sont similaires à celles qui sont prévues en cas de congé maternité. Donc, ça porte à 15 jours en tout le congé de deuil. Autre point sur ce congé, ou en tout cas sur ce cas de perte d'un enfant, la loi institue une protection contre le licenciement. Donc l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail durant une période de 13 semaines suivant le décès de l'enfant du salarié, si l'enfant était âgé de moins de 25 ans. Donc l'employeur conserve toujours la possibilité de licencier pour faute grave ou pour une raison qui est complètement étrangère au décès de l'enfant. Et on a également une autre mesure qui est assez intéressante, qui est l'extension du dispositif de don de jours de repos par les salariés. Actuellement, le don de jours était possible que vers les salariés parents d'enfants gravement malades. Désormais, les salariés dont l'enfant de moins de 25 ans est décédé pourront bénéficier de ces jours. Donc voilà, ça a été un parcours un peu chaotique de cette loi, mais elle a enfin été adoptée et donc du coup, ces dispositifs entrent en vigueur au 1er. Dans le contexte de ces webinaires exceptionnels que l'on prépare un peu en urgence, donc on n'a pas le temps de répondre en live à vos questions.
Par contre, bien évidemment, si vous avez des interrogations liées au déroulé de ce qu'on vient de vous dire, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des mails et on prendra bien évidemment le temps de vous répondre. On est toujours joignable. On en profite également pour vous dire qu'on commence à revenir sur site. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est ensemble dans le bâtiment de Tipeee. Donc, on va reprendre un petit peu également sur le site. On vous remercie encore beaucoup de votre participation. Merci à tous. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt et à la semaine prochaine pour ceux qui assisteront au prochain webinaire. À bientôt. À bientôt, au revoir.